Alors, bonjour à tous et à toutes. Ce soir, donc, on va, dans cette deuxième conférence Nature Dive, on va parler du coralligène, qui est un écosystème caractéristique typique de la Méditerranée et qui donc doit son nom aux récifs tropicaux, puisqu'on va y trouver du corail, mais c'est pas la même chose, donc coralligène, quelle forme de corail qui ressemble à des récifs coralliens, un peu dans ce thème-là. Pour ceux qui n'étaient pas à la première conférence, je m'appelle Jean-Vincent Viving-Gracia, je suis administrateur chez Nature Dive depuis quelques années et je suis donc écologue marin de formation. Alors, on va démarrer tout de suite. Donc, quand on plonge dans ces profondeurs coralligènes, la première chose qui nous arrive dans les yeux, et d'ailleurs plus encore si on n'a pas de lampe, c'est qu'on manque de lumière. Donc, c'est un environnement qui est potentiellement sombre, puisque après, ça dépend de certains paramètres environnementaux. Mais voilà, on est quand même sur quelque chose de sombre. Il nous faut des lampes pour pouvoir voir les couleurs, pour pouvoir bien observer les espèces, etc. Donc, le premier paramètre limitant et le premier paramètre qui va influer la distribution de ces formations coralligènes, c'est la présence de lumière. Autre point, après on va le développer un peu plus tard, autre point qu'on a étudié, c'est l'atténuation du mouvement de l'eau. Alors là, ici, vous avez un petit diagramme de la distribution en fonction de la profondeur de certaines formes, alors coralligènes, photophiles et hors de l'eau. Ici, vous avez tracé le tracé du mouvement de l'eau. Alors, vous avez des valeurs, pas besoin de rentrer dans le détail, qui varient en fonction d'une profondeur. Ce que l'on constate, c'est qu'à faible profondeur, donc entre 2 et 5 mètres, on a ici un mouvement de l'eau qui est très variable, puisqu'on a cet écart type très important. Donc, ça varie beaucoup, puisqu'on a des tempêtes, des coups de mer, du vent, etc. Et ce que l'on constate, c'est qu'assez rapidement, arrivé à une dizaine de mètres, on a comme ça une atténuation et une stabilisation du mouvement de l'eau. Donc, les conditions de courantologie deviennent stables. Alors, la première limite que l'on peut poser par rapport à la position du coralligène, c'est celle-ci, donc le début de l'arrivée au plateau. Et ensuite, on a une deuxième limite qu'on peut poser, c'est le plateau lui-même qui démarre. Et ce que l'on constate, c'est que ça coïncide au niveau de la formation coralligène avec deux parties, puisqu'on va le voir plus tard, le coralligène est en fait en deux grandes parties. Une qui est celle que l'on connaît dans la majorité des cas, et une autre, déjà une première que l'on va découvrir, qui est en fait distribuée entre la fin des herbiers et le début du coralligène que l'on connaît. Il y a une petite partie qui est le pré-coralligène, et en fait, il y aura une troisième partie que l'on verra plus tard, qui est très localisée. Mais en tout cas, l'atténuation du mouvement de l'eau au niveau du paramètre environnemental, c'est qu'on a une stabilité qui, par contre, très localisée, peut être différente, ce qui explique une certaine hétérogénéité du milieu. On voit bien qu'au niveau coralligène, ce n'est pas tout pareil. On a la présence ou l'absence de différentes espèces, on a la présence ou l'absence de différentes structures de la roche, selon les profondeurs, selon la localité, même à la même profondeur, on peut avoir des différences. Ça, c'est dû aux paramètres de lumière, de courant qui peuvent très localement être différentes. Je vous ai fait ici un petit résumé des paramètres environnementaux de ce biotope, donc de ce milieu. Ce qui nous intéresse ici, d'abord, c'est l'irradiance, donc c'est la pénétration de la lumière. On voit que dans les formations coralligènes, on a une irradiance qui varie entre 0,5% et 3% de l'irradiance de surface. Donc, on est sur une irradiance très, très faible. Donc, les 3%, c'est le début du coralligène que l'on connaît. 0,5%, c'est au niveau du coralligène profond. Donc, on peut atteindre des zones extrêmement faibles en lumière. Donc, le point important pour la distribution du coralligène, c'est cette absence, cette faible luminosité. Deuxième point, on a une atténuation importante, ça on l'a vu juste avant, du mouvement de l'eau. Donc, on a une courantologie qui est stable. La température, alors il y a eu des relevés qui ont été faits de plein d'études. On est entre 13 et 22, donc 13 degrés, c'est le minimum méditerranéen typique, même si on a des pointes qui peuvent descendre à 12,5, 12, selon, pareil, localement, les paramètres qui peuvent changer. Et 22, ça peut monter 23, 24, selon la localité géographique. Mais en moyenne, dans ce que l'on sait au niveau méditerranéen, on se situe entre 13 et 22. La salinité, c'est celle de la Méditerranée, elle ne bouge pas trop, entre 37 et 38 grammes par litre. La profondeur, du coup, est entre 20 et 120 mètres, avec aussi des possibles exceptions. Par exemple, à la sortie du Rhône, on peut avoir des formations coralligènes à 10, 12 mètres de profondeur, parce qu'on a une opacité de l'eau
qui fait qu'on a une diminution rapide de la lumière, donc début des formations coralligènes, mais c'est très localisé. C'est vraiment dû au fleuve qui vient déverser du sédiment et plein de choses qui fait que voilà, très localement, ça va changer. Mais en moyenne, on est entre 20 et 120 mètres pour les coralligènes profonds, voire un peu plus, selon si l'eau est très transparente et bien pure, et donc on a une lumière qui arrive quand même à descendre un peu plus profond. Et on a ce paramètre de sédimentation qui varie énormément, puisque ça dépend également de la présence de l'homme près des côtes ou pas, entre 6 et 500 grammes par mètre carré et par jour. Alors, la sédimentation, c'est de la poussière organique qui descend de la surface et qui se dépose. Et on verra qu'il y a des habitants typiques d'ailleurs de ces sédiments. En tout cas, on a une sédimentation qui peut être relativement importante selon la profondeur, selon le courant, selon la présence de constructions humaines à côté, etc. Donc ça, c'était un peu le résumé. Il y en a un autre de paramètre qui est intéressant, qui avait fait l'objet d'une étude il n'y a pas longtemps, c'est la qualité de la roche sur laquelle se développe le coralligène. Alors ici, vous avez une formation coralligène sur support calcaire. Donc on a une roche organique, carbonatée, donc plutôt friable, facilement perçable, c'est facile de faire des trous sur ce genre de roche. Eh bien, elle a montré une biodiversité plus importante, significativement, que des roches granitiques. Donc, quand on a une formation coralligène sur un support granitique, le granit, c'est vraiment une roche beaucoup plus dure, on a une plus haute biodiversité. Alors, bien sûr, il y a d'autres paramètres qui peuvent jouer que la qualité de la roche. Peut-être qu'il y a des paramètres environnementaux qu'on ne connaît pas. Néanmoins, il a été montré que certaines espèces étaient plus friandes d'une ou d'un autre support. Par exemple, la gorgone pourpre préfère les supports calcaires, significativement. Les éponges accinelles calcaires, ici on les voit ici, préfèrent les supports granitiques. Elles sont plus nombreuses en plus grande densité. Alors, est-ce que l'absence des gorgones pourpres aide les accinelles à se développer? Voilà, il y a d'autres questions qui rentrent en jeu pour expliquer ces différences de biodiversité. En tout cas, ce qui a été montré, c'est que le support rocheux sur lequel peut se développer ces formations coralligènes a une importance sur la biodiversité qu'on va pouvoir y rencontrer. Alors, du coup, par ces paramètres environnementaux, on a des cartes qui ont été faites sur la distribution de ces formations coralligènes. Donc ici, vous avez des points qui représentent les formations coralligènes connues, dues à des études de suivi, d'exploration, etc. Alors, la première chose, c'est qu'on voit que dans les pays où on a un effort de recherche qui est important, au niveau marin, donc en Italie, la Croatie, la Grèce en fait beaucoup, en France également et en Espagne, on a beaucoup de données. Par contre, on voit que dans la partie sud de la Méditerranée, il n'y a pas très peu de points rouges. Ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'effort scientifique là-dessus. Donc, on a un manque de données très important et ça ne concerne pas que le coralligène, mais beaucoup d'autres paramètres et beaucoup d'autres écosystèmes du sud de la Méditerranée. On manque énormément de données scientifiques. Donc là, on a une première vue, disons, de ce que l'on sait, où se situent les formations coralligènes. On peut estimer qu'elles sont un peu partout. Alors, autre chose quand vous plongez, quand on plonge et qu'on va observer, on peut voir aussi deux façons, disons, dont se développe le coralligène. La première chose, c'est les rebords. Alors, on voit que les rebords, c'est en fait au niveau des tombants et en fin de tombant. Et l'idée, c'est que ça peut créer comme ça des surplombs rocheux. Souvent, c'est au début de grottes, par exemple, de grands trous. On va avoir ces surplombs. Et ces surplombs vont avoir certaines espèces, ici par exemple du corail rouge, qui préfèrent largement ce genre de rebord par rapport à des plateaux. Et autre point, c'est les coralligènes en berge, donc c'est souvent des plateaux bien plats, ou bien en gruyère. Ça peut être aussi des patates isolées. Et ici, on va avoir une formation un peu plus spécifique avec des trous partout, vraiment extrêmement troués, avec des très grandes cavités. Mais ça peut être des cavités qui sont sur le dessus de la roche, alors que sur le côté tombant, on aura des cavités qui seront sous des surplombs ou des rebords. C'est ça la différence entre les deux. Donc on a ici une notion d'obscurité qui peut se mettre en place, alors qu'ici, de l'autre côté, on a plutôt de la lumière qui va passer un peu partout. Donc voilà, encore une autre façon de voir le coralligène. Pour l'instant, on n'est que sur le milieu, et ce milieu, il est construit par des algues rouges calcaires qui sont les bioconstructrices fondamentales de cet écosystème. Donc ces algues rouges, alors il y a beaucoup d'espèces, je ne vais pas faire une liste exhaustive, je vais parler des 4 plus importantes. Alors, on a 2 espèces de mésophyllum.
Donc, c'est une algue rouge calcaire qui a un liseré blanc, comme vous pouvez le voir. Alors, ce liseré blanc est caractéristique par rapport à l'autre espèce d'algue rouge, qui est le lithophyllum, qui est ici à gauche, où on voit qu'il n'y a pas ce liseré blanc. Donc, comme ça, on peut reconnaître le mésophyllum du lithophyllum. Après, c'est plus ou moins facile de les observer selon la lumière, etc. Mais c'est un des critères que l'on peut utiliser. Donc, on a mésophyllum et lithophyllum, et on a une quatrième espèce qui est Peissonelia. Donc, Peissonelia, il y a aussi plusieurs espèces. Ici, c'est Rosa marina, c'est une espèce qui est plutôt dure de Peissonelia, puisqu'il y a une autre qui est plus souple et qui se retrouve un peu plus haut au niveau de la profondeur. Celle-ci est dure et elle participe activement à la bioconstruction. Qu'est-ce qui se passe? Ces algues rouges produisent du carbonate de calcium, du calcaire, et donc ça crée une couche basale finalement sur la roche. De là, sur cette couche, va se construire, va s'élever et se développer des espèces, ou alors vont percer et éroder d'autres espèces. Donc ça va être dans les deux sens. Mais la base, ce sont ces algues-là. Ça, c'est très important de le retenir. Donc, si on prend les deux informations, l'information des algues et l'information des conditions du milieu, on peut en sortir une définition du coralligène qui fait consensus actuellement, qui est celle de Ballesteros de sa review de 2006, très grande méta-analyse. L'affleurement coralligène, c'est donc un substrat dur qui est d'origine biogénique, donc produit par des algues calcaires encroutantes, donc on les a vues, c'est des algues rouges, et qui poussent dans des conditions de faible luminosité. Donc, comme je le répète, la luminosité est ici le paramètre limitant sur le développement des formations coralligènes. Donc ça, c'est la définition typique des affleurements coralligènes, qui vont, du coup, ça va nous permettre de construire maintenant toutes les espèces qui vont pouvoir se développer dans ce milieu particulier. Donc, si on a un premier dessin de cet environnement, on a donc cette couche basale d'algues rouges rosées. Donc, on a ce lithophyllum et mésophyllum qui se développent, de la Peissonelia par endroits, sur une roche qui peut être plus ou moins percée, avec des micro-habitats à l'intérieur. Donc, tout un ensemble de galeries, de trous, où plein d'espèces vont pouvoir, soit c'est elles-mêmes qui les ont créés, ces trous, type celle-ci, la pétricole, lithophage, soit c'est d'autres espèces qui les utilisent comme galeries ou pour s'y installer, tout simplement. Donc ça, c'est là, disons, la base de cet écosystème. Alors, je vous avais parlé, quand on a parlé du mouvement de l'eau, qu'il y avait deux parties au niveau du coralligène. Et il y avait une partie qui correspondait à cette atténuation importante du mouvement de l'eau vers une stabilité. Ça correspond également à une baisse importante de l'irradiance de la lumière. Cette première baisse importante de la lumière correspond à la fin des herbiers de Posidonie. Et c'est la transition entre la fin de l'herbier et le début du coralligène. C'est ce qu'on appelle le pré-coralligène. Donc ici à gauche, vous avez un dessin idéalisé qui date de 85 des communautés de ce pré-coralligène. Donc on constate en fait la présence de beaucoup d'algues vertes que l'on ne rencontre pas au niveau des herbiers. Algues vertes particulières qui peuvent être plus ou moins d'ailleurs dures. On a la présence de beaucoup de nudibranches, de certaines espèces opportunistes qui vont utiliser les trous puisqu'on a déjà des roches qui ont été perforées. Donc on a déjà une base d'algues calcaires encroutantes, mais dessus vont pousser non pas des gorgones comme on le connaît ou d'autres choses, mais des algues vertes. Et ces algues vertes, ce sont ces deux-là. C'est la monnaie de Poséidon et l'Udotée. Ce sont les deux algues vertes qui constituent ce pré-coralligène. Alors, on peut en trouver un peu d'autres, on en verra sur l'autre photo d'après, mais ce sont ces deux-là qui sont typiques de cette transition entre la fin de l'herbier et le début du coralligène stricto sensus. Alors, voici une autre photo pour montrer cet étage-là, ce pré-coralligène. On voit qu'au fond, on a l'herbier qui s'est arrêté et on a le début. En fait, on n'a plus assez de lumière, les conditions environnementales ne sont plus suffisantes pour maintenir l'herbier tel qu'il est, aussi abondant et aussi dense. Et donc, on a un début d'autres algues vertes qui vont se développer. Donc, les Alimeda tuna, donc la monnaie de Poséidon, on la voit très bien, elle est un peu partout. Dessus, on a l'Udotée qui est un peu en dessous, qui a une fronde pas aussi élevée que la monnaie de Poséidon. On peut trouver également des codiums en boule. On les retrouve un peu partout, les bérets basques. Ils vont aussi beaucoup se développer à ce niveau-là. Après cet étage-là, on aura tellement peu de lumière qu'on arrivera sur le coralligène stricto sensu. C'est ça qu'on va voir maintenant.
Donc pareil, ici on a une vision idéalisée des communautés du coralligène et on a la photo qui correspondrait un peu à cette vision. Donc on a beaucoup d'obscurité, des trous, comme on peut le voir sur la photo. On a la présence de gorgones, on les voit un peu partout. On a des poissons, des barbiers que l'on voit aussi sur la photo, des sards que l'on voit également sur la photo, etc., etc. Donc tout ça, on va les développer, bien sûr, quand on va étudier cette biocénose, donc l'ensemble des espèces qui vont vivre dans ce milieu. Donc on voit, on a ici une structure plus complexe avec beaucoup de trous de cavités, de tombants, de plateaux, de gruyères, de patates isolées. Et c'est ça qui va forger un dynamisme et un relief très particulier du coralligène et qui émerveille beaucoup les plongeurs quand on le voit parce que ça permet un peu des folies au niveau de la structure. Alors que vers la surface, on est beaucoup sur des roches plates ou des grosses roches avec beaucoup couvertes d'algues, mais c'est très homogène. Ici, on va arriver sur un habitat qui est très hétérogène au final, à cause aussi des conditions environnementales qui localement peuvent être différentes, même sur une même profondeur, à quelques dizaines de mètres près, ça peut changer. C'est ça qui est très intéressant. Alors voici une photo aussi typique d'une roche coralligène, avec cet énorme banc de barbier qui nage au milieu des gorgones, et des trous un peu partout qui permettent à des opportunistes de venir s'y cacher. Et on a également quelques espèces dressées plus petites qui vont tenter de se trouver un espace pour pouvoir se développer. On a ici par exemple l'accinelle ou d'autres espèces, on va le voir juste après. Donc ça, c'est vraiment la vision idéalisée de ce que c'est que du coralligène comme on aime le voir. Alors cette structure, maintenant stricto sensus, comment elle se situe? D'abord, on a, comme je l'ai dit, je le répète, le basal. Donc on a cette couche d'algues calcaires qui prépare finalement, qui va fonder cet écosystème. On a un côté arbustif avec des espèces qui ne vont pas se développer de manière très élevée au niveau des talus, de la construction, etc. Donc on va retrouver des bryozoaires, des éponges ou des anémones. On aura ensuite une canopée, donc les plus grandes espèces dressées, type gorgone, qui vont être vraiment typiques de cette canopée. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a également un dessous avec des micro-habitats, des espèces qui ont créé des galeries et qui vont abriter énormément, vraiment beaucoup d'espèces que l'on ne voit pas en plongée et qui pourtant sont là et qui vont y vivre. D'ailleurs, la sédimentation de la surface au niveau des plateaux à coralligènes va s'infiltrer dans ces trous et va permettre dans les galeries de créer du sédiment et de créer du coup une biodiversité sédimentaire importante. Donc là, c'est la structure, une vision un peu artistique de ce que c'est que le coralligène. Alors maintenant, on va pouvoir parler de la biocénose, donc des espèces qui se développent dessus. Alors la dernière grosse analyse qui a été faite recense 1666 espèces, précisément. Alors, on va les voir pas tout en détail, mais en tout cas les groupes les plus importants. Alors, au niveau des groupes taxonomiques les plus représentés au niveau de ce coralligène, ce sont les algues, avec 315 espèces référencées. Et en deuxième, ce sont les polychètes. Donc, les polychètes, ce sont des vers annelés. En fait, il y en a beaucoup qui sont tellement petits qu'on ne les voit pas, hein, bien entendu. Il y en a énormément dans les micro-habitats et dans les sédiments, également à l'entrée de grottes, au niveau des surplombs, etc. On a ensuite les bryozoaires, les éponges. Les poissons sont aussi très bien représentés, puisqu'ils sont à la cinquième place. Vient après les amphipodes, qui sont une famille de crustacés, et enfin les puniciers, et après ça décroît assez rapide. Donc là, c'est pour vous montrer les premiers groupes les plus représentés. Bien entendu, les algues sont les fondatrices, elles sont donc les plus représentées au niveau de ces éponges. Alors, on va catégoriser un peu tout ça. On va commencer par les invertébrés. Donc, les invertébrés, comme on a pu le voir, c'est le groupe par rapport aux vertébrés qui est bien plus diversifié, bien plus représenté que les vertébrés. Et il y a longtemps, Hong, en 82, qui est un chercheur qui a beaucoup travaillé sur le coralligène, avait un peu catégorisé les invertébrés qu'il avait recensés et rencontrés. Et il avait donc fait 4 catégories. La première, c'est ce qu'il a appelé l'épifaune. Donc, c'est des espèces qui poussent sur les concrétions d'algues. Et l'endofaune, ce qui vit dans les sédiments. Donc, selon les recensements qu'il avait fait, ça représente 67% des invertébrés. Donc, c'est ce qui pousse et qui pousse sur les concrétions et qui vit dans les sédiments. Donc, voilà une photo où on voit bien cette épifaune. Donc, ici, on a les gorgones, typiquement,
qui vont pousser dessus. Ça, c'est typique de l'épifaune. Il y a d'autres espèces. On a par exemple les accinelles. Donc ici, on a une accinelle, c'est une éponge dure. Alors, on a différentes formes d'accinelles, mais elles vont pousser dessus. On a également des tuniciers type l'acidie rouge, très représenté dans le coralligène. Il y a d'autres acidies possibles, mais celle-là, c'est vraiment la plus représentée. On a aussi le corail rouge, qui peut créer de manière locale des grands plafonds très, très jolis, très arbustifs, qu'il faut préserver, puisque c'est très recherché pour la joaillerie, donc il faut essayer de le préserver au maximum. Et on a d'autres espèces de gorgones, à part la gorgone pourpre, on a la gorgone orange, la gorgone blanche. Donc là, c'est l'épifaune. C'est vraiment ce qui pousse par-dessus. Deuxième catégorie d'invertébrés, c'est la faune qui contribue à la bioconstruction et qui consolide des algues. Donc ce sont des animaux qui produisent un squelette calcaire suffisamment dense pour pour avoir le même rôle que les algues finalement. Sauf qu'ils arrivent en deuxième. Ce n'est pas eux qui vont fonder l'écosystème, mais ils vont venir le consolider. Ici d'ailleurs, sur cette photo, on voit très bien la différence et le marquage très net entre le précoralligène, qui est en haut, avec ses udotés bien développés, et le coralligène en dessous, qui, avec notamment le faux corail, par exemple, qui est ici, et toutes autres espèces d'éponges, avec par exemple ici une acidie rouge, qui ont commencé à coloniser. Donc on a cette différence qui est vraiment très très marquée. Donc on va voir ces animaux qui bioconstruisent et qui consolident les roches à coralligène. Alors on a déjà des bryozoaires type rose de mer qui vont faire des massifs et qui vont s'étendre potentiellement selon les espèces. Ça crée vraiment un squelette calcaire très important. Le faux corail en fait partie, ou alors le bois de serre aussi. On a également des anémones. Donc ici, vous avez l'anémone jaune encroûtante qui est là, qui va créer des tapis d'anémones jaunes et qui peut être d'ailleurs localement très, 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 très dense. On peut avoir vraiment une roche complètement couverte de ces anémones où rien d'autre va se développer à part celle-là. On a aussi toute une série de serpules. Donc, ce sont des vers qui vont créer un tube calcaire. Et comme ils créent un tube calcaire souvent en croûtant, et ils vont être d'ailleurs souvent denses, et ben, ils vont aider à consolider toute la roche. Et enfin, toute une série de coraux, parce qu'il y a des coraux en Méditerranée, comme celui-ci, donc le cladocore, et on a d'autres coraux comme le corail jaune solitaire, qui est ici, alors qui localement peut être dense, et qui va créer donc son squelette calcaire et qui va se répandre et qui va consolider. On a également le corail nain, qui est aussi particulièrement friand, plutôt des surplombs, un peu plus à l'obscurité que les autres coraux. Alors on peut citer aussi la dent de cochon, la dent de chien, etc. Ensuite, il y a 7,5% de ces invertébrés qui sont de la cryptofaune, c'est-à-dire qui vont se cacher, coloniser les trous et les crevasses. C'est souvent des opportunistes d'ailleurs. Alors, on a les cigales, dont la grande cigale de mer, qui est une espèce protégée, qui va particulièrement aimer se cacher le jour et elle a plus une activité nocturne. On a la langouste rouge, on peut aussi citer le homard. On a le poulpe, bien entendu, le poulpe commun qui aime se cacher dans ses trous, qui peuvent en plus être particulièrement vastes. Et enfin, le ver Bonelli, par exemple, qui est un ver qui vit à l'intérieur de trous et qui va faire sortir sa hampe, sa trompe, pour pouvoir chercher de la nourriture un peu partout. Et ici, vous avez, c'est une femelle, puisque le mâle est microscopique, et il vit accroché à la femelle. Donc la femelle, c'est elle que l'on voit quand on voit la hampe sortir du trou. Donc ça, ce sont les espèces d'invertébrés qui colonisent les trous et les crevasses, qui ont été faits par qui? Eh bien, par des érodeurs. Et ils ne représentent que 1,5% des espèces d'invertébrés rencontrées. La plus connue, c'est la date de mer, qui est une espèce protégée, la première d'ailleurs espèce protégée de l'histoire en Méditerranée. Alors, elle n'est pas protégée parce qu'elle est en voie d'extinction, elle est protégée parce que sa pêche nécessite la destruction des roches. La date de mer est un mollusque qui fore la roche avec des enzymes qui va la manger en fait. Et du coup, pour aller la chercher, parce que c'était un méprisé, il fallait détruire la roche. Donc, il y avait à l'époque beaucoup de dattes de mer sur les pontons, dans les ports, sur les digues. Et donc, les gens allaient carrément détruire au marteau-piqueur ou à la dynamite pour récupérer les dattes. Ce qui a causé, et là on voit sur ce dessin en fait en bas, la pullulation des oursins. En fait, quand vous avez
une roche, ça peut être du coralligène ou autre chose, hein, qui est colonisée par des dattes de mer et qu'on veut les récupérer. En cassant la roche, on crée de nouveaux trous. Bien entendu, on détruit complètement, donc on crée de nouveaux espaces pour accueillir des larves d'oursins qui se développent énormément et qui vont manger tout et qui vont finir par mettre la roche à nu. Donc on a un shift d'écosystème dû au fait qu'on pêche illégalement les dattes de mer. Maintenant, bien entendu, c'est beaucoup plus restreint, les gens ne le font presque plus, mais voilà, fallait en parler. Autre érodeur qui est le plus connu finalement, c'est la clione. Alors, Cliona viridis, il y a d'autres espèces de clione, c'est une éponge qui est perforante. Alors ici, vous avez sur cette photo, alors, là vous avez de la surface et vous avez l'intérieur de la roche qui a été mangé par la clione. Et là, on voit que l'éponge s'est bien répandue à l'intérieur de la roche, a dissous quasiment, on pourrait dire ça, hein, la roche de l'intérieur, et se développe comme ça. Ça permet du coup de créer des trous, des crevasses. Donc ce que l'on voit, c'est des oscules, donc c'est le côté inhalant-exhalant de l'éponge hein, qui va être sorti. Ça peut être localement massif, on peut voir ici, hein, c'est rare de voir des clans aussi répandus et aussi épaisses. Donc ici, il est bien distribué. Donc là, c'est vraiment la plus connue des clans. Mais il y a d'autres érodeurs et il faut y inclure les brouteurs. Il inclut dans les érodeurs les brouteurs, qui ont un impact qui est plus ou moins important selon les espèces. L'une des connues brouteuses et racleurs même, très rencontrée, c'est la Doris dalmatien. La Doris dalmatien, en plus, elle fait une chasse très sélective puisqu'elle ne mange que sur l'éponge pierre. Elle ne mange que celle-là. Et elle va, elle, racler. Autres érodeurs, et cette fois des plutôt perceurs qu'on va trouver, ce sont un autre bivalve, comme la datte de mer, la pétricole lithophage, qui elle aussi fait des galeries, va creuser pour avoir son trou. Les vers sont aussi potentiellement des vers perforants qui vont faire des petits trous dans les algues calcaires, s'y loger et faire sortir leur soie qui va leur permettre de récupérer comme ça dans le courant les nutriments qu'ils ont besoin. Mais ça peut être, vous voyez, ça peut être très étendu sur de grandes surfaces. Et enfin, on ne faut pas oublier, chez les brouteurs, il y a les oursins, notamment l'oursin granule, qui est le plus représenté dans le coralligène. Et on a la présence d'une nouvelle espèce protégée, ça fait beaucoup déjà depuis qu'on en parle, c'est l'oursin diadème, qui va aimer aussi ces formations-là. Donc, ces différents invertébrés vont permettre comme ça de créer un relief en 3 dimensions, donc on appelle les bourrelets de concrétion coralligène, et en fractueux parce que ça crée des trous, des crevasses, etc. Donc on a cette lame basale d'algues calcaires qui se développe. Dessus vont pousser, ici, donc c'est du pré-coralligène puisqu'on a de l'udoté et de la monnaie de Poséidon. Et ensuite, dès que la lumière n'est plus assez importante, on passe à du faux corail, du corail rouge, des acidies, des anémones encroutantes, avec la possibilité d'avoir des trous plus profonds, encore plus obscurs, qui vont permettre à des éponges de dominer. Donc on a comme ça ce relief en 3D qui est caractéristique et qui permet une hétérogénéité du milieu. Donc ça, c'est très important de se rappeler de ça. Et donc, il arrive le 3e point de coralligène. On a vu le pré-coralligène avec une domination de 2 algues vertes. On a vu le coralligène stricto sensu avec la domination fondation par les algues calcaires encroutantes, puis l'épiphone, donc les gorgones, etc., qui vont pousser dessus. Mais il y a également un autre coralligène, c'est celui des grottes semi-obscures, puisque dans certaines grottes, donc on n'a pas des grottes partout, mais localement, si on a une grotte, on va avoir une diminution encore plus importante de la lumière, une diminution encore plus importante des courants, et donc les algues calcaires encroutantes ne peuvent pas fonder le milieu. Et comme elles ne peuvent pas fonder le milieu, quelque chose d'autre va venir à leur place, c'est les coraux et les éponges. Donc je récupère ces slides que j'ai fait sur une autre conférence sur les grottes sous-marines, mais ici, elles s'y prêtent aussi, puisque on va pouvoir parler de la domination de ces 2 grands groupes, et du coup, c'est elles qui remplacent les algues dans ce coralligène, qui est un vrai coralligène étudié. Donc on a par exemple des algues qui vont plutôt couler, comme les Oscarella. On a des algues, beaucoup d'algues encroutantes, type l'algue encroutante orange ou l'éponge bleuâtre, qui vont se répandre comme ça sur les parois. On a l'éponge pierre, qui a une hypercalcification des tissus, donc qui est un trait qu'on pensait disparu depuis très longtemps. Les agélas orange, qui sont aussi typiques de ces parois un peu plus à l'ombre. Le corail nain et le corail jaune solitaire, on les retrouve également.
Et enfin, on a l'amadras étoile, qui fait un peu des plafonds comme ça stellaires, avec d'autres agelas orangés, et d'autres espèces de coraux qui peuvent localement être très denses et faire les tapis d'individus. Donc ça, c'était pour le côté, rapidement, le coralligène des grottes sous-marines. Maintenant qu'on a vu donc, les invertébrés, on peut passer aux vertébrés. Donc, quelle est leur place dans ce milieu qui, ce que l'on constate, c'est quand même très dominé par des invertébrés qui se font un peu la guerre entre la destruction et la construction. Donc, on a beaucoup d'espèces qui vont se développer. On a vu qu'il y avait 110 espèces de poissons. Les connus, la mostelle, ici, qui est un poisson très typique, qui aime particulièrement se mettre dans les trous. On a toutes des espèces un peu de poissons serpentiformes, type congre, murène. On a tout un tas de blennies et de gobies. Alors, on ne va pas faire une liste exhaustive, il y a beaucoup d'espèces, mais il y en a beaucoup qui vont aimer se cacher. L'apogon qui aime les failles, les crevasses, les trous, qui va se mettre un peu dans tous les endroits ombragés. C'est un poisson qui est plutôt nocturne. Mais en fait, on peut là aussi catégoriser. Puisque chez les vertébrés, en fait, on a remarqué qu'il y avait 3 grands groupes au niveau du coralligène. Le premier, c'est les espèces qui vont être caractéristiques du coralligène profond. Alors, pourquoi? Parce que quand on parle de coralligène profond, on est en dessous de 60 mètres, 80, 100, 120 mètres. Et on a remarqué qu'il y avait des espèces de poissons qui étaient typiques de ces distributions profondes. Par exemple, la vieille coquette, le labréris et la cantolabre, qui sont vraiment très typiques que vous ne verrez pas ou très rarement au niveau du coralligène plus vers la surface, donc type 30 mètres, 40 mètres, c'est très rare, extrêmement rare, de pouvoir faire une photo de ces poissons-là. Autre groupe de vertébrés que l'on va rencontrer, ce sont les espèces qui vont couvrir en fait une large bathymétrie, qui vont se balader de 15 mètres jusqu'à 40. Ils sont aussi denses près de la surface qu'au niveau du coralligène vers les gorgones. Alors, c'est pas ça le problème. Donc, on a en fait toutes les espèces de sars. Majoritairement, le sars à museau pointu et le sars à tête noire, dont les bancs peuvent être denses, que ce soit à 20 mètres ou à 40 mètres. On a aussi le cerf écriture et les girelles, la girelle qui va se balader comme ça selon la profondeur. Donc ça, on les retrouve en bas comme en haut, c'est pas un souci. Et le dernier groupe, c'est les espèces qui vont être plus abondantes dans le coralligène que dans les eaux peu profondes. Donc des espèces dont on va voir une densité et une présence plus importante. On a d'abord tous les poissons de fond type rascasse, chapon. Eux, ils vont aimer, c'est des poissons qui sont à l'affût, donc ils aiment bien se poser, puis ils ont la couleur qui s'y prête aussi, et qui leur permet de se confondre avec le rose et le rouge que l'on trouve beaucoup dans le coralligène. Le cerran chevrette, un cerran typique des espèces un peu plus profondes à partir de 30 mètres. Également 2 espèces qui sont sujets à des moratoires, le corbe et le mérou brun, qui sont effectivement bien plus abondants dans le coralligène que dans les eaux peu profondes. Donc ça nous fait encore 2 espèces de plus protégées dans cet écosystème. Alors maintenant qu'on a vu le milieu et ses paramètres environnementaux, qu'on a vu la biocénose des espèces, les invertébrés, les vertébrés, qu'on a vraiment fait une liste non exhaustive, mais bon, on a vu quand même pas mal, on va voir un peu comment ça fonctionne cette dynamique. Alors ça, c'est le modèle conceptuel du fonctionnement de l'écosystème. En rouge, ici, le gros carré rouge représente l'écosystème du coralligène et il y a des apports extérieurs, bien entendu, puisque ce n'est pas un milieu clos. Donc, il y a des échanges avec l'extérieur. À l'intérieur, vous avez les différentes catégories d'espèces que l'on peut retrouver. Nous, ce qui nous intéresse, c'est 1. Les bioconstructeurs, donc les macrophytes type algues calcaire rouge, et les invertébrés qui vont aider aussi à bioconstruire le milieu et à consolider le milieu. Donc, bryozoaires, anémones encroutantes, etc. Qui vont se mettre sur le substrat et qui vont fonder le milieu. À côté de ça, on a 2 groupes qui vont venir faire la compétition avec elles. C'est les biosérodeurs et les brouteurs et les racleurs. Donc, ce que l'on constate, c'est que cet écosystème, sa dynamique, se situe entre les deux, entre une croissance et une destruction. La première, c'est la croissance. Donc, je rappelle, la croissance est due à ces espèces d'algues-là. Et je vais prendre, pour exemple, Mesophyllum alternans, qui est celle où il y a eu le plus d'études dessus. Au niveau de la qualité des données, je préfère parler de celle-ci. La première, c'est qu'elle a une croissance qui est très lente, entre 0,11 et 0,26 mm par an. Ça dépend de paramètres, etc.
Bien sûr, après, il faut rajouter la croissance aux autres, avec les autres espèces, bien entendu. Ce n'est pas la croissance de coralligène entièrement. On le verra après, la moyenne du coralligène, mais pour cette espèce, sa croissance se situe donc entre 0,11 et 0,26. Deuxième point, son âge se situerait entre 640 et 7760 ans, puisque ça a été une datation au carbone 14, donc plutôt précise. Il y a eu des projections qui tendent vers jusqu'à 9000 ans sur certaines formations profondes, qui donc grandissent bien entendu très 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 lentement. Donc la datation au carbone 14 est utilisable puisque elle produit du carbonate de calcium, donc on peut l'utiliser pour dater au carbone 14. Derrière, on a la bioérosion qui va venir contrebalancer cette croissance. Les premiers, c'est les brouteurs type oursin granuleux. Alors, il a été mesuré que le taux d'érosion d'un oursin granuleux pourrait aller entre, on a en fait un taux d'érosion de ce carbonate de calcium entre 16 et 210 grammes par mètre carré et par année. Donc, c'est le taux d'un oursin. Et derrière, ça représente en fait 95% de la masse qui a été érodée. Donc, c'est énorme. En fait, ce sont finalement les oursins qui érodent le plus le coralligène. À force de racler ces algues-là, c'est eux qui en consomment le plus au niveau carbonate de calcium. C'est incroyable. Et derrière ça, il y a les perforateurs, les érodeurs, qui vont venir creuser la roche. Mais eux, en fait, si vous voulez, ils la raclent pas, ils la consomment pas, ils la dissouent, ils vont dissoudre et ils vont se mettre à l'intérieur. Et bien, on a un taux qui est entre 1,5 et 5,73 grammes par mètre carré et par année qui est érodée, détruite. Ça correspond en fait à 5% de cette masse totale. Donc, ce que l'on constate, c'est qu'on a une érosion qui est très variable si on est un perforateur ou si on est un brouteur. Point à retenir, c'est les oursins qui érodent le plus. Donc, cette dynamique, elle est en faveur, heureusement, de la construction. Sinon, ça ne fonctionnerait pas si c'était en faveur de la destruction. On a en moyenne des études entre 0,83 mm par an jusqu'à 1000 grammes de carbonate de calcium construits par mètre carré par an au niveau du coralligène. Toute espèce confondue, bien sûr, vous voyez que le range est très important puisque les paramètres jouent beaucoup. 0,83, c'est sûrement au niveau des coralligènes les plus profonds. 1000 grammes pour des ensembles qui sont très peu érodés, donc ça se construit très vite, il y a beaucoup d'apports nutritifs, etc. Contre ça, on a une érosion qui peut monter au maximum à 220 grammes de carbonate de calcium par mètre carré et par année. Donc, on est en faveur, en moyenne, de la construction, heureusement. Bien entendu, tout ça est dépendant de paramètres environnementaux qui peuvent être très changeants, qui permet donc, je rappelle, une hétérogénéité du milieu. Donc, cette dynamique, elle est dans une sorte d'équilibre entre construction et destruction et en faveur quand même de la construction. Alors, je voulais finir la conférence avec l'impact des plongeurs sur le coralligène, puisqu'en tant que plongeur, c'est important aussi d'en parler, on est aussi acteur de tout ça. Il y a eu quelques études qui ont été faites justement sur des espèces bien précises pour avoir un peu une idée de l'impact. Alors, les îles Médès avaient une réserve qu'ils ont ouverte au public pendant 1 an. Et ils ont focus leur étude sur la rose de mer et ils ont constaté une diminution de 50% de densité des roses de mer en une seule année de plongée quand ils ont ouvert la réserve. Ça, c'est énorme. Et deuxième donnée que l'on a, c'est cette fois une augmentation, mais de la mortalité des adultes de gorgone pourpre dans les zones à forte fréquentation de plongeurs, entre 4,9 et 6,9% de plus. Donc, ce n'est pas négligeable et c'est significatif. Donc, voilà, les plongeurs, on a une responsabilité quand on va visiter ces écosystèmes fragiles, et il faut être capable de les conserver pour pouvoir y retourner, pour pouvoir toujours voir une beauté et ces couleurs magnifiques. Alors, les points à retenir. Premier point, c'est un écosystème qui est donc bioconstruit par des algues rouges calcaires en faible luminosité. Ça, c'était vraiment le point important qui définit le coralligène. Puis ensuite, c'est renforcé par des animaux constructeurs, anémones de mer encroûtantes, bryozoaires, etc. Deuxième point, on a une haute biodiversité. C'est le deuxième écosystème le plus biodivers après les écosystèmes de petits fonds, type herbiers, etc., avec 1666 espèces. Ensuite, on a un dynamisme qui est lent. On a vu que la construction peut être très lente selon les conditions et qui se situe, un dynamique qui est entre une construction et une érosion.
Donc, si l'impact est répété, fréquent, toujours de la même façon sur le même milieu, nécessairement, le dynamisme ne pourra pas être suffisant pour pouvoir contrebalancer l'impact et on va même arriver à un moment donné où on n'arrivera pas à retrouver ce qu'il y avait avant, tout ça on ne le retrouvera jamais, mais on ne va pas combler ce qui a été détruit. Et donc, c'est fragile à cause de ce dynamisme. Et surtout, on a la présence de beaucoup d'espèces protégées. Le mérou, le corbe, l'oursin diadème, la grande cigale de mer, la date de mer, c'est énorme, énormément d'espèces protégées. Donc, il faut conserver tout ce magnifique patrimoine naturel. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je crois que dans la discussion, il y a des questions. De quelle façon les plongeurs impactent-ils? Alors, les plongeurs, effectivement, comme il dit Fred, les bulles peuvent être importantes parce que si vous visitez dans des grottes ou certains surplombs, les bulles que vous émettez peuvent se bloquer au niveau des surplombs et créer des nécroses localement si elles ne sont pas évacuées. Le contact, évidemment, alors les gorgones ont une souplesse relative, mais un gros coup de palme peut déchausser, mal fait, voilà, peut déchausser certaines espèces. Les roses de mer, par exemple, c'est surtout des contacts entre le plongeur et la rose de mer dus à des palmes, etc. Donc ça, c'est important. Et tu m'as dit donc en zone, du coup, Fred, tu m'avais marqué, en zone littorale, est-ce qu'on est plus sur un substrat calcaire? Oui, on est plus sur un substrat calcaire. Après, ça dépend, localement, je pense que tu sais, géologiquement parlant, il y a des zones qui sont plus ou moins calcaires, parfois c'est granitique. Donc on a. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, c'est le côté hétérogénéité. Voilà, on n'a pas un milieu homogène, aussi homogène que des herbiers, par exemple. Voilà, vous pouvez rallumer vos micros si vous avez besoin de poser des questions. Est-ce que c'était clair? Très clair et extrêmement riche. C'était très clair. J'ai essayé de vous apporter un maximum de choses sans. On peut en voir continuer, mais déjà un aperçu. J'ai bien compris la nuance des algues constructrices et surtout le mésophyllum, le lithophyllum. Donc maintenant, c'est bien rentré. Et la Peissonelia, je crois, la dernière, elle est très dure lorsque tu la touches. Donc déjà, c'est une bonne base pour aller vers la construction de ma pensée coralligène. Ah, c'est ça. Oui, alors la Peissonelia, celle-là, il y a plusieurs espèces et celle que j'ai montrée, c'est celle qui est dure particulièrement. Parce que, par exemple, Peissonelia squamata, elle est beaucoup plus souple. On peut la retrouver au niveau des herbiers, par exemple. Au toucher, tu vas voir, le tal est beaucoup plus souple que Rosa marina, qui est quasiment aussi dur que le lithophyllum. Après, c'est vrai qu'il y a eu des recherches qui ont été faites sur des coralligènes un peu, entre guillemets, fossilisés, mais très vieux. Et en tout cas, au niveau fossilisation, on ne trouve pas de Peissonelia. La densité des cristaux d'aragonite à l'intérieur, etc., fait que ça ne se fossilise pas bien par rapport à du lithophyllum qui est très, 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 très calcaire. Et donc, il a une densité de cristaux qui permet d'être fossilisé beaucoup plus facilement. Et donc, on les met beaucoup plus en avant au niveau historique, fossile, etc. Lithophyllum et mésophyllum. D'accord. Voilà. Il faut être aussi vigilant dans les observations. Je pense que tu l'as vraiment bien évoqué et je ne savais pas que l'oursin granuleux, par exemple, et le diadème, ils sont responsables de 95% de l'érosion, si je me souviens bien du chiffre. C'est ça. Donc, c'est aussi un point important de regarder dans nos plongées. Est-ce qu'on n'a pas... ça arrive rarement qu'on ait une grosse population d'oursins granuleux, mais effectivement, c'est un bon élément d'observation. Après, de toute façon, les oursins ont un impact d'herbivorie qui est extrêmement important. Et c'est justement le problème qui arrive quand on chasse à la de mer et quand on fait des trous. On sait qu'une population d'oursins, ça peut être très vite. Et très rapidement, on a le shift d'écosystème. Et on le voit très bien, par exemple, dans les forêts de laminaires au Canada, etc. Où si on pêche trop les poissons, ou on enlève trop de loutres, on a les oursins qui pullulent très très vite et qui détruisent la forêt de laminaires très très rapidement. C'est assez terrible. Donc là, on a encore la confirmation de ce pouvoir d'érosion et d'herbivorie qui est très très important et qui est contre-intuitif. C'est vrai qu'on pourrait penser que ce sont les érodeurs, les bioérodeurs qui sont les plus importants et en fait non, c'est des brouteurs. Je ne sais pas si vous voulez une slide. Comment il érode ça? Il érode en mangeant. Hein. Il passe dessus. C'est en mangeant. Oui, il se met sur les algues et en fait, donc lui, il a ce qu'on appelle la lanterne d'Aristote. En fait, il y a 5 dents
qui permet de racler la roche. Et ils sont capables de mettre la roche à nu si y a un effort d'herbivorie très important. On peut arriver à une roche qui est complètement nue. Ok. Ouais, c'est le cas. Alors, si je retrouve la slide avec le dessin, et c'est un peu, voilà, c'est un peu ça qui est mis en avant. Et ça, c'est ce qu'on appelle des barènes. Donc, c'est un écosystème en fait qui est stable dans le temps, parce que les oursins ils sont capables de perdurer, mais qui malheureusement est très homogène. Et donc, on a comme ça une roche complètement à nu. Et le moins de choses qui poussent, et ben, c'est tout de suite. J'en ai déjà vu des roches Oui. comme ça. Et oui, c'est assez terrible. Il y a eu ce problème en Italie il y a quelques années déjà. Et l'impact de la sédimentation, on en avait parlé, je crois, la dernière fois. En cas de... je pense notamment à des épisodes méditerranéens avec de grosses alluvions. Est-ce que on a déjà mesuré un impact comme ça sur des zones coralligènes qui sont près des littoraux? Ah, ça, je ne sais pas du tout si on a mesuré. Non, non, c'est vrai que je suis pas tombé Je sur une pensais, tu étude vois, sur ça. je pensais bêtement avec la tempête Alex il y a, je ne sais même plus, il y a un an et demi maintenant. Voilà, ça a dû forcément, il y a dû y avoir un impact, une grosse sédimentation. Je pense surtout sur nos zones à nous, en fait, dans la partie est du département. Et d'accord. J'essaierai de trouver dans la Oui, moi littérature s'il y a aussi. quelque chose. Mais C'est après, c'est intéressant. vrai qu'on peut se dire de manière intuitive qu'effectivement, si on a un trop haut taux de sédimentation, ben, ça va étouffer quelque part les espèces qui ont besoin d'être Ouais, un peu en tout à fait. contact avec l'extérieur. C'est surtout, en fait, vu que c'est quand même un phénomène naturel et que c'est des organismes qui sont très vieux, je voulais voir s'il y avait des mécanismes, en fait, dans ma question, ma réflexion, de résilience, de résistance. Oui, Et oui. tu vois, il y a peut-être un Ouais, je truc. vois ce que tu veux dire. Ouais. Je vais regarder. Peut-être, hein, c'est vrai. Hein. Il faudrait aller voir, effectivement. Je ne me suis pas intéressé à ça. Je ne suis pas Bon, tombé non, sur des publis sur ouais. l'impact. Je vais regarder, je note. Parce que je suis pratiquement convaincu qu'il doit y avoir des trésors d'ingéniosité insoupçonnés pour revivre. Comme c'est des organismes qui sont, enfin, les massifs sont tellement vieux qu'ils ont dû en voir d'autres. Et il doit y avoir Oui. des choses qui nous échappent. Après, tu sais peut-être que juste le mouvement des espèces vagies, tu vois, Ah les oui, congles, les murènes, tout ça, finit par ah enlever oui. assez rapidement la poussière. Il doit y avoir des choses comme ça. Ouais, ouais. Logiquement, Oui, je n'y ai pas pensé. après, ça a un impact effectivement dans des endroits où les crevasses sont pas accessibles à ces espèces-là et que ça s'accumule. Et à ce compte-là, on a de l'endofaune qui va vivre à Ouais. l'intérieur, qui va préférer se mettre dans le sédiment. Bon, mais s'il n'y a pas de questions, ça a été clair pour vous. C'était super. Bon, ben écoutez, merci beaucoup alors. Merci à toi, hein. Merci à tous. C'était super clair. Franchement, j'ai appris plein de trucs. Merci. C'est le bon rythme et énormément d'infos. Donc, vraiment sympa. J'espère qu'il n'y avait pas trop d'infos. Je me suis dit peut-être. Non, non, non. Puisque j'ai eu le temps de noter. Ah oui, donc. Ah non. En tout cas, Bon, tant champion du mieux. monde. Ouais. Champion du monde. Bon, ben, merci beaucoup alors. Hein. Merci Super. à toi, c'était super. Hein. Merci Jean-Vincent. Ce sera À disponible en bientôt, replay. Jean-Vincent. Ce sera disponible en replay. Voilà, si vous voulez le partager après, on mettra sur la chaîne de Nature Dive, la chaîne YouTube, on fera passer le lien. Super. Super. Voilà.